Bonjour à tous. Hop là. En fait, on va continuer encore un petit peu à parler d'éco-conception. On va beaucoup parler de recyclage, mais on fait également de l'éco-conception chez Citeo et je suis également dans la direction éco-conception, donc je vais vous en parler un tout petit peu également. D'abord, Citeo, pour ceux qui ne connaissent pas, on est un éco-organisme. On est un statut d'entreprise un peu particulier. Donc on est bien une entreprise privée, hein. On n'est pas l'État, on ne collecte pas des taxes, malgré tout ce qu'on peut entendre dans la presse et surtout dans les communications grand public aujourd'hui. Les entreprises contribuent financièrement chez nous de manière à pouvoir se libérer de leurs responsabilités réglementaires vis-à-de la fin de vie des emballages. Et donc Citeo, c'est le nouveau nom d'éco-emballage. On a fusionné maintenant il y a 7 ou 8 ans, donc ça commence à dater un petit peu. Et on est en charge basiquement de la poubelle jaune et des colonnes de verre, de manière à pouvoir offrir aux citoyens la possibilité de trier leurs emballages en fin de vie. J'en profite à chaque fois que j'interviens en grand public. Tous les emballages se trient, tous, hein, même ceux qui sont souillés, même ceux qui sont peut-être un petit peu salis, etc. Il faut bien les vider du reste alimentaire et tous se mettent dans le bac jaune pour ce qui est du plastique, du métal ou du papier carton, et dans la colonne de verre pour ce qui est des emballages en verre. Voilà. Le petit laïus. On est une entreprise à mission et donc on s'occupe à la fois des emballages ménagers et des papiers graphiques, qui vont tous dans le bac jaune, encore une fois. On a une nouvelle filiale qui s'appelle Citeo Pro, qui est en charge d'un nouveau segment de la responsabilité élargie du producteur, qui va s'attaquer aux emballages de la restauration. Et donc là aussi, on va retrouver beaucoup d'emballages en verre, et on va essayer de déployer, au même titre qu'on a mis en place donc, entre les verriers, les collectivités et les entreprises, une collecte des emballages en verre également au sein de ces cafés, hôtels, restaurants. Et enfin, beaucoup d'entre vous, notamment dans le secteur des vins et spiritueux, connaissent notre filiale Adelph, qui est une filiale directe de Citeo. Et donc voilà, on travaille main dans la main. Et par exemple, les équipes R&D, éco-conception sont au niveau du groupe et travaillent à la fois pour les clients Citeo et pour les clients Adelph. Voilà pour la présentation très rapide de Citeo. De quoi on parle pour les emballages ménagers? Et qu'est-ce qu'on doit aller collecter et qu'est-ce qu'on doit recycler? Il y a 5,5 millions de tonnes d'emballages ménagers qui sont mis sur le marché en France chaque année. Et sur ces 5,5 millions de tonnes, on a une petite moitié en masse qui sont des emballages en verre. Et dans ces 2,5 millions de tonnes d'emballages en verre, on va retrouver principalement, à quasiment 2/3, des bouteilles de vin, de bière et spiritueux. Et après, on a une répartition, vous voyez, avec quelques pots et bocaux, les bouteilles de champagne et de vin mousseux, les bouteilles qu'on appelle, nous, les litres fraîcheurs ou les bouteilles de boissons non alcoolisées comme les soupes ou comme les jus, par exemple. Et enfin, bien sûr, des produits cosmétiques et d'hygiène beauté. Voilà, donc ça, c'est la répartition du gisement entrant qui est mis sur le marché. Et derrière, notre mission à nous, alors je dis à nous collectivement, hein, les collectivités, les verriers, Citeo qui représente les entreprises qui mettent sur le marché ces emballages, c'est d'aller chercher tous ces emballages-là et faire en sorte qu'on ait le maximum de taux de recyclage. Et voilà, aujourd'hui, on est l'année des 50 ans de la collecte et du recyclage du verre d'emballage en France. Et voilà où on est au bout de 50 ans. C'est les principaux chiffres que j'ai pu vous mettre sur cette slide-là. Je pense que c'est intéressant de regarder notamment la progression du taux de recyclage sur les dernières années, où on est passé de 59% de recyclage du verre d'emballage ménager en France en 2000, et on est à 86% en 2023. Donc on a clairement, c'est un emballage aujourd'hui, et ce matériau, il est vraiment bien rentré, je pense, dans les habitudes des Français, comme étant un matériau qui est parfaitement recyclable, qu'on doit collecter et amener dans des poubelles de tri spécifiques. Et donc on arrive à des taux de recyclage qui sont aujourd'hui ceux qui sont les plus performants, hein. On regarde sur l'ensemble des matériaux d'emballage qu'on a aujourd'hui en France. Les principaux que sont le papier carton, le métal, acier alu ou le plastique, bien sûr. Le verre, aujourd'hui, bénéficie des taux de recyclage qui sont effectivement très, très performants. Grâce à quoi? Je le mettrai derrière sur une slide supplémentaire, mais grâce à un travail collectif de mise à disposition de points d'apport volontaire, donc des fameuses colonnes de verre dans lesquelles on peut trier notre verre. On en a quasiment plus de 200 000 aujourd'hui en France. On essaye autant que possible, là aussi, de rapprocher ces points de collecte des habitants. On voit bien qu'il y a des zones qui sont un peu moins densément peuplées et pour lesquelles c'est peut-être plus compliqué d'aller trouver effectivement la colonne de verre la plus proche. Donc là aussi, il y a un travail de maillage du territoire, de
d'offrir la possibilité à chacun de trier facilement finalement ses emballages en verre. On a non pas 14, mais très récemment, on a un centre de traitement en moins. Ce qu'on appelle centre de traitement, ce sont les trieurs de verre, hein, ceux chez qui on amène ce verre qui a été collecté dans les colonnes de verre et ils vont faire ce travail de purification du flux. Et donc, ils vont enlever le bouchage alu, les swing tops en acier, ils vont enlever les étiquettes papier, etc. Tous les contaminants potentiels pour derrière amener au verrier et dans les furs verriers un flux qui soit le plus pur possible et qui puisse être intégré directement dans la fabrication. C'est ça qu'on appelle le calcin. Voilà. Donc on a 13 centres de traitement aujourd'hui en France, 17 usines verrières et 700 collectivités sous contrat. Tout ça se fait en lien avec les collectivités locales qui ont la charge de la gestion des déchets et c'est vraiment dans leur périmètre de responsabilité. Et donc là encore collectivement, et je crois que c'est dans la slide d'après qu'on le met, voilà, c'est un succès collectif et je pense que c'est important de le mentionner ici aujourd'hui. On a bien sûr le citoyen, il a son rôle à jouer et là on agit aussi côté Citeo, ça fait partie de nos missions de faire des grandes campagnes de communication pour faire comprendre l'intérêt et l'importance du geste de tri, et notamment du geste de tri des emballages en verre. Ensuite, les collectivités locales qui mettent à disposition effectivement ces colonnes de tri et de massification du verre en fin de vie. Ensuite, on a des traiteurs de calcin qui sont soit des indépendants, soit directement intégrés au verrier, et qui vont du coup faire son travail. Et donc là, vraiment, j'insiste sur le fait que c'est des concentrés de technologie aujourd'hui qu'on a dans ces usines de traitement du calcin, avec des outils qui vont permettre de séparer tout ce qui va être infusible, par exemple, qui peut être des éléments problématiques qu'on va retrouver dans les fours verriers, donc qu'on ne veut surtout pas avoir, donc on va pouvoir les écarter, et avec des fractions qui sont de plus en plus fines et sur lesquelles on est capable d'aller chercher les derniers contaminants. Donc là, il y a vraiment un gros travail qui est fait aussi au niveau, et des investissements très lourds qui sont faits chez les traiteurs de calcin. Et enfin, les verriers qui incorporent cette matière recyclée et qui vont pouvoir du coup augmenter leur PCR. On parlait PCR 20, PCR 40. C'est l'objectif de ce travail de collecte et de purification du flux de calcin. Il y a également un enjeu qu'on a, et on en a parlé notamment pour des questions de couleur, etc., et pour augmenter la capacité qu'on a d'incorporer du calcin recyclé dans les bouteilles en verre, c'est la capacité qu'on a à démélanger. La France aujourd'hui, et la France d'ailleurs historiquement, a plutôt misé sur la technologie de démélange. Donc ça veut dire qu'on va mettre en place des machines de tri optique dans les centres de traitement pour faire en sorte de trier les fractions brunes, les fractions vertes, les fractions blanches de verre, et de manière à pouvoir créer différents flux qui vont pouvoir répondre à des besoins différents en fonction des batchs ou en fonction des lots qui sont produits derrière, et pouvoir faire en sorte de répondre à effectivement une demande croissante d'incorporation de calcin recyclé dans le verre d'emballage. Et ça permet d'éviter d'avoir du tricolore à la source, qui peut être vu comme étant effectivement une solution alternative, mais qui, je le rappelle, très opérationnellement parlant, signifie qu'en fait on a besoin de 3 camions différents ou un camion avec 3 bennes différentes, et ce pour toute cette logistique et jusqu'à la fin. Si on veut miser effectivement sur ce tri à la source, si tant est qu'il soit bien fait également à la source par le citoyen. Voilà. Donc c'est des choix technologiques et des choix stratégiques qui ont été faits, qui peuvent être différents en fonction des pays européens. Mais voilà, la France, en tout cas sur cette question du démélange, a été pionnière et continue à investir sur cette question-là. Et enfin, on en a parlé brièvement, mais également chez Citeo, on fait de l'éco-conception, et notamment avec les verriers, en fait avec toute la chaîne de valeur, et faire en sorte qu'on puisse demain donner des recommandations de conception aux verriers pour faire en sorte que l'emballage qu'ils mettent sur le marché soit le plus recyclable possible, qu'on puisse optimiser le rendement du recyclage, le rendement matière, optimiser la qualité de la matière recyclée. Donc c'est ce travail-là qu'on fait avec les verriers. Et donc on a créé un comité technique matériaux qui existe d'ailleurs sur tous les matériaux d'emballage chez Citeo, mais désormais on a le COTREV qui est le comité technique sur le verre et qui permet de donner des recommandations et d'alimenter nos outils d'évaluation de la recyclabilité. Donc on a un tableau aujourd'hui qui rassemble en gros qu'est-ce qu'il est préférable de faire en termes d'opacité, en termes d'étiquettes, en termes d'éléments associés, et on essaye de donner des recommandations au marché de manière à, encore une fois, amener un flux de matière qui soit le plus optimisé possible au niveau du recyclage du verre.
Voilà, donc c'est tous ces travaux qu'on mène collectivement avec l'industrie, avec les collectivités, avec les traiteurs de calcin indépendants, de manière à pouvoir faire augmenter ces taux de recyclage et avoir effectivement une économie circulaire forte. Alors, je ne connaissais pas ce terme-là, mais en tout cas, on travaille. Je n'ai pas parlé, bien sûr, de tout ce qu'on fait sur la partie réduction, où on a accompagné aussi tout un tas d'entreprises sur la réduction des épaisseurs dans les bouteilles. Je voyais le champagne Telmont, qu'on a d'ailleurs, qui était lauréat d'un des concours qu'on avait mené. On travaille également sur le réemploi avec le Aircure. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler un petit peu, où on travaille sur des emballages standardisés pour mettre à disposition des emballages standardisés avec les verriers. Mais voilà, sur l'usage unique, qui reste encore la majorité du flux, on travaille vraiment fort pour faire en sorte que le recyclage puisse faire sa part du boulot. Voilà, je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, madame, j'arrive. Bonjour, Caroline Prété, interprofession des vins de Bordeaux. Comment on arrive à récupérer les données de recyclabilité des bouteilles qu'on emploie? Comment on peut réussir à récupérer ces données de taux de matière recyclée dans chacune des bouteilles? Et éventuellement aussi, comment on arriverait à pouvoir centraliser tous les facteurs d'émission des bouteilles qu'on utilise? Alors, il y a 3 questions différentes. Sur la partie recyclabilité, on a mis à disposition aujourd'hui un outil qui est accessible par tous, qui s'appelle TREE, T-R-E-E, et qui permet de modéliser chacun des emballages. Encore une fois, ce sont les bases de données des comités de matériaux, donc le COTREF pour ce qui concerne les emballages en verre, dans lesquels on va piocher pour derrière donner une évaluation de la recyclabilité. Donc ça vous permet de modéliser votre bouteille et de déterminer sa recyclabilité. Sur une bouteille aujourd'hui de Bordeaux, on ne doit pas être loin des 98 ou 99%. Mais ça vaut le coup de tester, de la modéliser, voire éventuellement là où il y a des marges de progression. Sur la quantité de recyclé, là c'est un dialogue que vous devez avoir avec votre fournisseur de matière. Effectivement, et on en parlait assez rapidement, l'industrie du verre a vraiment mis le paquet sur la collecte et le recyclage en fin de vie. Et derrière, le matériau a ses propriétés intrinsèques telles qu'il sera forcément réincorporé quelque part. Mais il y a une volonté de plus en plus forte, effectivement, dans les emballages, d'avoir les données concernant l'incorporation de calcin. Et là, on voit bien qu'il y a des offres qui arrivent sur le marché. On voit Veressence, par exemple, qui parlait de PCR 20, PCR 40. C'est des choses qu'on ne voyait pas jusqu'à présent et qui commencent à arriver sur le marché. Et c'est très bien de pouvoir traquer, donner une traçabilité sur la quantité de calcin qu'on est capable de réincorporer. Et derrière, le poids carbone, effectivement, de la bouteille qu'on met sur le marché. Et enfin, sur la question des facteurs d'émission, là, encore une fois, nous, l'industrie est en charge de donner ses inventaires de cycle de vie aux différents outils d'analyse de cycle de vie, de manière à pouvoir calculer l'empreinte environnementale de tel ou tel produit. Citeo, nous, on n'est pas en charge du recensement et de l'inventaire de l'ensemble des inventaires de cycle de vie des différents secteurs avec lesquels on travaille. Par contre, effectivement, on peut vous accompagner sur des analyses de cycle de vie simplifiées, essayer de faire en sorte de comptabiliser effectivement le poids carbone de tel ou tel ou d'autres indicateurs environnementaux. Mais nous ne sommes pas en charge, encore une fois, d'alimenter les bases de données comme EcoInvent ou comme d'autres bases de données qui peuvent exister et qui sont à la source des différents outils d'analyse de cycle de vie. J'espère que ça répond bien à vos questions. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, moi, j'en ai une, parce que ça m'intéresse, là, vos recommandations en matière de recyclabilité. Est-ce que ces recommandations que vous établissez en France, vous retrouvez les mêmes au niveau européen? Alors, merci Aurélie pour cette très bonne question. Effectivement, on est en plein dedans. On est en plein dedans parce que ce sont des recommandations qui sont françaises aujourd'hui. Et en fait, il y a un règlement européen dont on a parlé, la PPWR, qui est le règlement qui va s'appliquer directement à tous les États membres et qui demande aussi, qui donne des objectifs en termes de recyclabilité. Et donc, il va falloir établir ces recommandations, non pas au niveau français, mais au niveau européen. Et là, on est en plein dedans. On a des comités de normalisation. Je sais que certains d'entre vous y participent dans la salle. Et on est en train de définir quelles seront les règles de conception pour faire un emballage qui soit parfaitement recyclable au niveau européen. Et donc là, le but, c'est de faire en sorte que tous les travaux qu'on a pu mener dans le cadre de ce comité français, on puisse voir dans quelle mesure on peut l'alimenter les réflexions européennes et à offrir un environnement réglementaire qui soit le plus stable possible aussi pour les acteurs français. Voilà, c'est tout l'objectif qu'on a. Mais donc on est au niveau du CEN et du CETI pour mener ces travaux de normalisation. Merci beaucoup Gauthier. Avec plaisir.